Les Gen Z veulent plus travailler, le monde du travail est pété, c'est fini. Jeune con, vieux fou. Vous pouvez être cette personne qui fait que bosser avec vous, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de choisir son manager ? Ils ont ce pouvoir énorme sur le bien-être au travail, sur le cadre pour qu'on soit performant. Tu peux ne pas avoir besoin de maîtriser le métier de la personne. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'en connaître les enjeux. On vient avec la boule au ventre au boulot parce que notre manager, c'est un gros con. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Alex, tout particulièrement content parce que avec Lucas, ça fait des années maintenant que vous êtes partenaire des documentaires. Et cette année, enfin, on arrive sur un sujet de prédilection pour toi, en plus. On va parler de management dans ce documentaire, évidemment. Alexandre Imbaud, tu incarnes Lucas. C'est ce qu'on te voit. Tu es le visage peut-être de la marque sur les réseaux, en tout cas sur LinkedIn en ce moment. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es, ce que tu as fait avant d'arriver chez Lucas et ce qui t'occupe en ce moment chez Lucas ? Merci Sam, hyper sympa comme introduction et je suis très content d'être là. Et j'incarne en partie Lucas, je suis un des visages de Lucas, mais effectivement je prends beaucoup la parole sur les sujets de management sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que donc je suis Alexandre, je suis associé et directeur des produits de talent management chez Lucas. Et Lucas qui est une scale-up française qui simplifie la vie des collaborateurs, des dirigeants, des managers. Donc vous avez des logiciels sur des sujets pas très marrants, mais vous en faites une activité rigolote. On essaie de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais en fait, on le fait vraiment. On fait vraiment des blagues et on fait vraiment bien des logiciels. Oui, et moi je ne suis pas utilisateur du coup parce que je suis un dans mon équipe. Mais par contre, ce qui est assez agréable, c'est qu'on bosse ensemble depuis un moment et à chaque fois je vais dans plein de boîtes, grands groupes qui m'expliquent qu'ils utilisent Lucas, que c'est un de leurs SIRH et qui c'est très très cool à utiliser. Parenthèse fermée, avant Lucas, tu as bossé dans d'autres contextes aussi ? Ouais. Donc moi, dans ma petite carrière, j'ai 3 petites carrières. J'ai commencé chez Eurostar à Londres en stratégie et ensuite j'ai été catapulté 2 ans directeur adjoint de la Gare du Nord. Ouais. Donc à 27 ans, je me retrouve manager de 120 personnes, toutes plus vieilles, plus expérimentées et plus syndiquées que moi. Donc ça a vraiment été mon école du management. C'est la première fois que tu manageais ? Avant, j'avais managé 1 ou 2 personnes, on va dire, col blanc en bureau. Et là, d'un coup, la transition était un peu rapide. Donc, c'est un moment où j'ai énormément appris. Et comme tous les moments où on apprend vite et on grandit vite, ça laisse parfois un peu des vergetures. Mais moi, ça me laisse plutôt des vergetures positives. Voilà. Est-ce que tu veux que je déroule sur la suite du parcours ou tu veux qu'on s'arrête là-dessus ? Non, mais c'est intéressant parce que du coup, moi, ce que je vois comme parallèle, c'est que à ce moment-là où tu es catapulté, gérer 120 personnes. C'est ce même enjeu aussi avec Lucas aujourd'hui de se dire une boîte en forte croissance, tu as un enjeu managérial d'accompagner la croissance des individus aussi vite que la croissance de la boîte. Ouais. C'est peut-être ça qui s'est passé à ce moment-là aussi. Là, c'était ma croissance à moi parce qu'on est dans une filiale de la SNCF, un environnement qui est quasi industriel. On fait rouler des trains sous la Manche 364 jours par an en 2/8. Donc on va dire un cadre qui est éprouvé mais où en fait on peut quand même réinventer les choses. Et moi les plus beaux compliments en tant que manager que j'ai reçus c'est la Gare du Nord. Et ensuite j'ai cofondé 2 boîtes et effectivement après j'ai rejoint Lucas donc il y a 7 ans. On était 80, on avait 5 solutions et aujourd'hui on est 800. On édite donc 14 solutions, c'est-à-dire des logiciels qui en gros permettent de simplifier la vie des collaborateurs, des managers, des dirigeants en leur permettant de passer plus de temps sur les sujets qui comptent et moins sur les sujets qui coûtent. Concrètement, ça veut dire quoi ? Déclarer ses notes de frais en prenant une photo avec son smartphone, gérer ses talents, c'est la partie dont je m'occupe, donc la performance, l'engagement, la formation, le recrutement, mais aussi préparer sa paye, déclarer ses congés. Donc dans ta boîte de 1, tu pourrais t'auto-valider tes congés, mais ce serait sympa de le faire sur une appli jolie et qui fonctionne très bien. Absolument. Et alors du coup, quand tu es arrivé Gare du Nord, tu n'avais pas forcément de playbook de la façon dont on pouvait manager. Là, toi qui as un peu de recul maintenant, qu'est-ce qu'on dit à un manager qui rejoint une équipe et qui va manager pour la première fois ou en tout cas dans un contexte un peu plus sérieux pour directement arriver à créer du lien, engager ses équipes et que ça avance ? Alors, tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. Moi, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn parce que donc la moyenne d'âge chez Lucas c'est 27 ans. Effectivement on a donc fait x10 en chiffre d'affaires en nombre de personnes et donc on a l'équipe qui a grandi mais les gens de l'équipe
initiales qui ont grandi en même temps que Lucas. Je me souviens de Gilles qui nous a dit un jour, il y a à peu près 4 ans, moi j'ai jamais été DG d'une boîte de 500 personnes. Ouais. Et en fait, moi notamment, j'ai accompagné Camille, que j'adore, dans mon équipe en collaboratrice individuelle. 5 ans plus tard, elle est VP Sales France, elle manage 150 commerciaux, et donc elle manage des directeurs qui eux-mêmes managent des managers de managers, voilà. Et elle a grandi en même temps que Lucas, mais il y en a des dizaines des exemples comme ça. Et donc j'ai pris la parole sur LinkedIn parce qu'on posait tout le temps les mêmes questions quand on était propulsé manager, que ce soit chez Lucas ou des gens que je rencontrais par ailleurs. Et donc je dis souvent la même chose à ces managers, qui est, en fait, manager, c'est un mix de 3 trucs. C'est un mix de théorie, on pourra en parler un peu après. Moi, il y a une théorie que j'adore qui s'appelle les 5 axes du manager. Il y a un mix de bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est ce qu'on dit. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ouais. Et un mix de cumul d'expériences que tu as eu en tant que manager. Ok. Et donc, c'est-à-dire que souvent, le défaut de ce dernier point, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a un manager parfait et qui est une chimère l'exemple que je prends tout le temps, c'est dans Les Trois Frères, quand Legitimus il dit ça c'est la femme parfaite, elle a les yeux de Cindy Crawford, la bouche de Claudia Schiffer, machin. Et en fait, ça n'existe pas, ça. De fait, cette femme-là n'existe pas, et le manager parfait, il n'existe pas. On vient tous avec nos qualités et nos défauts, et ces qualités et ces défauts, ils sont souvent amplifiés dans ce rôle de manager. Ok. Et un truc que je rajoute depuis peu, c'est plutôt depuis que je prends la parole auprès des publics RH, c'est manager, c'est un métier. Et parce que souvent on pense que c'est un statut, donc souvent c'est une promotion ou que c'est voilà, et donc on est promu chef, sauf qu'en fait c'est quand il y a manager à la fin d'un titre, ça, il y a le métier, par exemple manager commercial, c'est je suis commercial et je manage des commerciaux. Et donc je suis garant de ce que c'est une bonne vente. Je suis garant d'aider les personnes à faire des ventes, mais je suis aussi garant de leur développement, de leur donner la bonne vision, de faire en sorte qu'ils bossent sur les bons sujets, de faire respecter les règles. Voilà, et c'est tout ça, manager. Et en général, ce truc-là, c'est pas très bien enseigné et pas très bien pratiqué. Donc. Ouais. Alors, donc 3 élastiques du manager. Le premier élastique, c'est la théorie. Qu'est-ce que c'est que les 5 piliers dont tu parlais? Ouais. C'est un modèle, moi, que un de mes anciens associés dans une boîte qu'on a cofondée qui faisait du conseil RH avait importé, et j'ai cherché longtemps et j'ai pas réussi à retrouver la source. Mais je trouve que c'est la façon la plus simple de décrire ce que c'est la réalité d'un manager. En gros, ça donne une image hyper claire du cockpit du manager dans lequel il y a 5 manettes. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut toucher aux 5 manettes une fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'en mars, on fait la manette 1, en février, la manette 2. Ça veut dire que ça décrit hyper bien la réalité de ce que c'est le job. Donc il y a 5 leviers, 5 axes du manager qui sont la vision. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est Simon Sinek, Start with the Why, c'est Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, etc. C'est ensuite l'exécution. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on va dans la direction où on pilote l'exécution? C'est la réunion du lundi matin. Est-ce qu'on est tous en train de bosser sur les bons sujets pour aller là où on veut aller? Ouais. Donc quand on est parti, là aujourd'hui on est à Paris, et quand on dit on va sur la Costa Brava, quand on est arrivé à Limoges, il veut dire est-ce qu'on est bien sûr qu'on continue à la Costa Brava? Est-ce qu'on adapte, machin? Ouais. Je prends une image assez caricaturale. Troisième point, c'est est-ce qu'on a encore le jus pour aller à Limoges? C'est l'énergie. Comment est-ce que je vais mesurer le niveau d'énergie de mon équipe? Ouais. Pour célébrer les succès, ça donne de l'énergie. En fait, quand on tape le gong parce qu'on a fait une bonne vente, ça donne de l'énergie. Mais si on emmagasine l'énergie, ça permet, et notamment quand on dit, en fait, c'est quoi, on a fini les vendredis 15h, mais barre-toi en week-end, c'est pas grave. Parce qu'avec le moment où il faudra tous être sur le pont, donc Gare du Nord, quand il y a un train qui casse dans le tunnel sous la Manche, et qu'en fait, on va devoir bosser 24 heures sans dormir pour accueillir les 1500 personnes qui étaient coincées, et parce que tu as bien géré l'énergie, les gens vont rester. Donc, vision, exécution, énergie. Ensuite, développement. Comment est-ce que je m'assure que les gens de mon équipe ils soient bons à leur job, ils soient bons au job d'après, voire ils prennent le mien. Comme ça, je fais monter le niveau de l'équipe, mais donc je fais monter le niveau de la boîte. Ouais. Et enfin, fondamentaux. Donc, c'est on va dire les règles, c'est la partie un peu régalienne du management. C'est quand je suis directeur commercial, je reprends cet exemple, je suis garant de ce que c'est une bonne vente. Quand je suis directeur du service client, je m'assure que les gens du service client n'insultent pas les clients. Quand je suis chez Louis Vuitton,
dans une manufacture, eh bien, je suis garant du savoir-faire séculaire de comment on fabrique une malle. Voilà. Donc ça, c'est les fondamentaux du métier. Ok. Très clair. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre en théorie, pour le coup. Ça peut s'apprendre dans des écoles de management, même si elles ne l'apprennent pas comme ça. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai appris. Dans des masterclass, peut-être, d'Alexandre Rimbaud à venir. Bien sûr. Mais ok, donc il y a une partie de théorie, et puis il y a une partie de terrain. Tu parlais donc de bon sens. Ça, c'est quel bagage est-ce que tu arrives, effectivement. Ouais. Et puis l'expérience, l'accumulation. Donc en fait, tu as besoin d'expérimenter. C'est-à-dire que si on voulait créer une formation sur le management, ce qu'il faudrait, c'est un peu de théorie, mais surtout, c'est du suivi dans la durée pour avoir de la pratique. En fait, ce qui est intéressant, c'est de... Et donc, c'est là où tu as besoin de quoi ? Tu as besoin d'autres managers autour de toi qui sont passés par là. Tu as besoin de pairs pour pouvoir confronter aussi ce que tu as réussi à faire, pas réussi. Tu as besoin de effectivement plusieurs choses. Tu as besoin d'un cadre. Moi, je dis souvent aux RH que je rencontre, vous avez le devoir et le pouvoir de fixer le cadre. Parce qu'aujourd'hui, on investit assez peu sur les managers par rapport à tout ce qu'on leur demande de faire. Souvent, on leur demande de valider les notes de frais, de s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un là, quand on valide les congés, on s'assure qu'il y ait toujours quelqu'un là dans l'équipe. Par exemple, entre Noël et le jour de l'an, donc c'est beaucoup des missions de contremaître. Ouais. Ça, c'est plutôt les fondamentaux. Mais on fixe rarement le cadre de ça veut dire quoi être un bon manager chez nous. Et c'est pas la même chose chez Louis Vuitton, chez Lucas, chez Accor Hotel, etc. Parce que le cadre n'est pas le même. Exactement. Parce que les lignes rouges qu'on va tracer dans la responsabilité de chacun ne sont pas les mêmes. Okay. Exactement. Et donc, ça, c'est au RH de créer les règles du jeu et de déclencher, d'organiser le système de formation qui peut être externe, qui peut être interne. Il y a des gens qui peuvent être experts en management, qui peuvent aider à ce que les autres montent leur niveau. Ça peut être du mentorat. Nous, chez Lucas, donc comme donc aujourd'hui, il y a à peu près 130 managers, la plupart des gens, c'est leur première expérience de management. Ouais. Et donc, les managers plus expérimentés, on les mentore. On mentore les plus expérimentés, évidemment, mentore les moins expérimentés. Et donc, c'est des moments où tu vas créer une petite bulle de confiance, où on se parle une demi-heure par semaine, où on va déjeuner ensemble une fois toutes les 2 semaines, et on se dit, parle-moi de tes problèmes. Et moi qui les ai déjà vécus, je te dis les erreurs que j'ai faites et ce que tu pourrais faire à ce moment-là. Moi, quand je fais ça, après, parce que parfois, j'envoie des vidéos, j'envoie de la théorie, j'envoie des articles du billet du futur. Mais effectivement, ce qui est top avec ce sujet, moi, ce que j'adore, c'est que c'est sans fin, c'est une matière molle. Ouais. Et moi, même, ça fait 15 ans que je manage, j'apprends encore des trucs quasiment tous les jours, parce que c'est la beauté de travailler avec des humains, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de choisir son manager ? C'est un truc que j'ai exploré dernièrement. J'ai fait le sondage pour te donner un petit peu ce que les gens en ressentent. Je crois que c'était 80% des gens à qui je posais la question « Est-ce que tu veux pouvoir choisir ?» Ils disaient « Oui, j'aimerais beaucoup. » Parce que le constat, c'était de dire on rejoint une boîte pour un tas de raisons, on la quitte souvent pour son manager. Quand tu rejoins une boîte, tu vas négocier tes conditions de travail, ta rémunération, tu vas négocier sur un certain nombre d'aspects, mais tu ne vas pas négocier ton manager. Et peut-être que c'est le truc le plus important quand même. En même temps, en pratique, c'est hyper compliqué à mettre en place. Des boîtes qui ont testé se sont un peu cassées les dents aussi dessus. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Il y a 3 trucs. Le premier, c'est, je pense que de fait, il y a plein de moments où on peut choisir son manager et où on le fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'entretien d'embauche, c'est un moment où tu évalues un peu aussi le manager. On pourra y revenir. Le deuxième point, il y a plein de petits dictons, d'adages business qui disent soit qu'il faut surtout pas venir pour quelqu'un parce que cette personne peut partir, ou au contraire, ça fait 80% du confort dans le job, etc. Bon. Et troisième point, je renforce juste le message sur l'importance du manager. Après, je promis, je te réponds. C'est on vient pas au boulot avec la boule au ventre parce qu'il n'y a pas de baby-foot, ou parce que la corbeille de fruits n'a pas été remplie, ou parce que le néon dans le couloir, il clignote. Ouais. On vient avec la boule au ventre au boulot parce que notre manager, c'est un gros con. Et donc, les managers, ils ont ce pouvoir énorme sur le bien-être au travail, sur le cadre pour qu'on soit performant, sur le fait qu'on se sente bien 5 jours par semaine. Et c'est pas de la bobologie ou quoi. C'est factuellement... C'est ce qu'on subit tous les jours en tant que travailleur. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut identifier dans quel cadre tu te sens bien pour bosser, dans quel cadre tu donnes le meilleur de toi-même. Aujourd'hui, on parle du flow. Voilà. Moi, j'ai besoin d'échanger sur mes idées. Donc moi, aujourd'hui, mon boss, c'est le directeur général de Lucas. Il n'a pas beaucoup de temps pour échanger sur les idées, mais on s'est mis d'accord
que de temps en temps, on se croisait et que, en fait, on faisait le petit ping-pong intellectuel. Et ensuite, moi, je repartais. Et j'ai toujours eu besoin de ça. Donc moi, il faut que je bosse avec des gens qui aient accepté ce deal. Ok. Il y a d'autres personnes qui me disent, moi, je veux surtout pas que tu m'emmerdes. Et dans ces cas-là, on passe en fait à une façon de bosser ensemble. On passe un contrat moral sur comment on bosse ensemble. Je peux te parler je pourrais te donner une anecdote un peu plus longue d'Eurostar là-dessus si tu veux. Vas-y, chaud. Ça, c'est un peu tarte à la crème parce que je suis ni docteur en neurologie ni psychologue. Mais si on résume très brutalement le fait que on bosse entre humains, que l'enfer c'est les autres, Jean-Paul Sartre et tout. C'est hyper important dans une équipe de comprendre c'est quoi les modes de fonctionnement de chacun. Ouais. Et il y a plein d'outils qui existent pour ça, Processcom, DISC, MBTI, etc., qui globalement ont à peu près tous la même histoire. C'est l'armée américaine qui voulait sélectionner des pilotes de chasse et machin, bref. Mais à la fin, ça permet juste de se donner des traits de personnalité et de se dire, moi, sous stress, mes traits de personnalité, ils sont exacerbés. Je résume toutes ces théories hyper brutalement. Ouais. Allez-y en commentaire si vous voulez me défoncer. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord. Mais c'est juste pour résumer, pour expliquer que très simplement, on peut se mettre d'accord avec son manager ou ses collègues sur comment on bosse ensemble. Si je fais pareil, une deuxième caricature, moi, je suis plutôt extraverti. Ça ne t'aura peut-être pas échappé. Quand j'arrive Gare du Nord, donc je suis l'adjoint d'un boss qui est cheminot, qui a 40 ans et qui, lui, est plutôt introverti, ingénieur. Et au début, ça frotte entre nous. Ouais. On bosse bien ensemble, mais c'est pas toujours fluide, quoi. En gros, moi, je suis un peu frustré sur des trucs. Lui, je le frustre, mais sans m'en rendre compte sur des trucs. Et un an plus tard, on manage 6 chefs d'escale, donc qui gèrent le site, enfin qui gèrent toute la gare Eurostar pendant 8 heures, qui est des 2-8, le matin ou le soir. Et nous, toutes les 6 semaines, on est d'astreinte. Donc quand il y a un gros pépin, on nous appelle, on gère la cellule de crise, et ça peut être quelqu'un qui veut passer la frontière en montant sur un train et qui s'électrocute et qui malheureusement qui décède. Ça peut être des trains, donc il y a de la neige qui sont coincés sous la Manche, on rapatrie 1500 personnes, il n'y a plus de chambre d'hôtel, voilà, faut les faire dormir dans le train avec des couvertures de survie. C'est ce genre de sujet. C'est une vraie galère. C'est ce genre de sujet opérationnel. Et donc, ils nous disent, donc les 6 chefs d'escale, qui sont les patrons opérationnels, disent en fait, nous, donc il y a 6, à côté de ça, il y a 6 directeurs d'astreinte et directrices. Ils disent quand c'est vous deux les directeurs d'astreinte, enfin l'un ou l'autre, c'est génial, nous on adore quand c'est vous, parce que c'est hyper bien géré. Mais vous faites complètement différemment, mais le résultat, c'est hyper facile de gérer les crises avec vous. Okay. Là, nous, on tombe un peu des nues, tu vois. Parce que moi, quand il y a une crise, je descends dans la gare, je prends le talkie-walkie, je dis tac, on va mettre les gère-fils comme ça, les bouteilles d'eau, machin, tac, on va fermer tel accès, on bloque les ascenseurs, tac, j'appelle le centre opérationnel à Lille, je fais tout ça au téléphone en parlant, machin. Mon boss, à l'époque, il s'enferme dans son bureau, il regarde combien de trains qui arrivent, combien de trains qui partent, combien de personnes à bord, est-ce qu'on peut faire des fusions, il appelle le centre opérationnel de Lille, tac, il sort un quart d'heure plus tard, il dit à la radio briefing, il se retrouve au même endroit, il dit la même chose que moi après, et on fait le même plan. Et quand ils nous ont raconté tout ça, en réunion d'équipe, et après nous on a débriefé et on a dit ok, en fait moi j'ai besoin de parler quand je suis sous stress, parce que je suis extraverti, et l'autre a besoin, il dit moi j'ai besoin de bosser, et moi il dit en fait moi il faut que tu me laisses tranquille. En fait moi parce que moi je dis putain mais il est où Baptiste, en fait il est jamais là quand c'est la merde. et Baptiste il dit arrête de m'emmerder, moi il y a un gros problème là, je dois le gérer. Et donc on s'est dit en fait moi tu me donnes un quart d'heure, on discute du truc et après je te laisse t'enfermer autant de temps que tu veux. Et moi il m'a dit quand je m'enferme tu me déranges pas. Et on a mis ce truc en place, mais pour tous les sujets, hein, pour le recrutement comme la crise, quoi. Et ça a trop bien marché, et je l'ai vu là pendant mes vacances, je rentre de vacances et je l'ai vu la semaine dernière, et on s'est rappelé ces années de collaboration géniale. C'est excellent, c'est un très bon exemple aussi effectivement, on ne manage pas de la même façon, on ne réagit pas tous de la même façon au stress, et on a besoin de se connaître pour pouvoir ensuite être meilleur et expliquer aux autres. Et effectivement, si toi tu étais contraint, on te dit non, tu te tais, on ne veut pas t'entendre Alex, tu serais très mal, et si on faisait que de parler avec ton collègue, ça serait la même chose. Chez Lucas, alors, il y a un sujet qui explique, pas que chez Lucas dans l'ensemble, qu'il y ait une défiance, qu'il y ait un désamour du management en tant que fonction, c'est qu'on a peut-être promu les mauvaises personnes managers. Chez Lucas, et comme plein d'autres entreprises aussi aujourd'hui le font, vous avez séparé la track managériale de la track expertise. Ça, on en a beaucoup parlé. On va pas y revenir aujourd'hui, peut-être en une phrase, mais pour expliquer pourquoi, parce que allez sur LinkedIn, allez suivre Alexandre et vous verrez tous les contenus sur le sujet. J'ai écrit une newsletter aussi dessus. On vous mettra le lien dans la description. Ce que je voulais voir avec toi, c'est que du coup,
quand tu sépares la track managériale de la track expertise, tu reconnais le fait que manager est un métier, que c'est une fonction à sacraliser, Tout à fait, ouais. que c'est le ciment de la boîte, que c'est essentiel. Ce qui n'est pas le cas déjà de toutes les boîtes, c'est déjà un parti pris. Mais du coup, en faisant ça, tu ouvres la porte aussi à dire on est capable de manager des personnes dont on ne maîtrise pas le métier. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible et comment c'est possible? Alors, humblement, je suis l'exemple parce que je manage des gens dont je ne maîtrise pas tous les métiers, c'est clair et net. Et c'est à ça que servent les experts. Ouais. Effectivement, manager, c'est un métier qui est un ciment, qui est une façon donc, de, je dirais, canaliser l'énergie pour atteindre un objectif commun. Mhm. Et donc, effectivement, moi, je pense, alors, pareil, hyper ravi sur LinkedIn ou en commentaire d'en débattre, parce que pour le coup, la culture du débat est très ancrée chez Lucas. Mais donc moi, aujourd'hui, je manage une équipe produit, il y a 50 personnes, il y a des designers, il y a des devs, il y a des product managers donc, qui vont transformer le problème d'un utilisateur en une solution dans une de nos applications. Et je ne suis expert d'aucun de ces métiers. Je demande du feedback régulièrement et ils me disent régulièrement c'est hyper cool de bosser avec toi parce que tu as cette vue d'ensemble et souvent tu nous fais sortir du cadre. Mhm. Et à côté, je sais que je peux solliciter. Donc moi, quand j'ai des designers de l'équipe qui disent en fait, moi j'aimerais progresser en design, et ben déjà je suis comme tout le monde, on peut aller voir ensemble le catalogue de formation qui est dispo sur une de nos solutions, Lucas Formation. Mais à part ça, je peux faire appel à des experts en disant Virginie a besoin de progresser sur ces hard skills de designer. Ses compétences pures de design informatique, et ben, elle peut parler toutes les semaines à un expert qui va l'aider à progresser. Ces experts, il faut aussi des formations internes. Et donc, en fait, eux, comme ils ne managent pas, parce qu'on ne va pas se mentir, en général, 50% du temps, c'est du management quand tu es manager. Ouais. Bah, ces 50%-là, les experts, ils le passent à devenir meilleurs sur le langage Angular, sur le design, sur les tests utilisateurs, que sais-je. Et ils passent aussi, donc non seulement eux se forment, mais en plus ils passent du temps à rayonner chez Lucas et en externe. Ouais, et à former leurs collègues. C'est-à-dire que Exactement. si je suis junior, je débarque, yes. Je vais pas me tourner vers toi parce qu'en fait, toi, tu es là pour me manager sur ma croissance dans l'organisation, la façon dont je me projette, les objectifs, l'organisation du travail, tout ça. Mais sur l'expertise, effectivement, tu vas avoir tes pairs. Du coup. Tout à fait. Et en fait, je vais dire, bah voilà, pour bien t'insérer, donc on est dans un contexte d'hypercroissance, on fait entre 30 et 50% de croissance tous les ans depuis 10 ans. Donc on recrute 150 à 200 personnes par an. Donc à l'échelle d'une boîte de 800, bah, c'est beaucoup. Et pas parce qu'on a un turnover qui est plutôt faible et donc assez en dessous de la moyenne INSEE, quoi. Donc les gens restent, mais on crée tout le temps de nouveaux postes. Et donc dans ce cadre-là, moi, le rôle du manager, je le vois comme le guide du musée. Tu vas voir les experts, tu vas voir les bonnes personnes pour avoir tout ce qu'il faut pour bien faire ton job. C'est-à-dire connaître le contexte Lucas, connaître le contexte de nos 10 000 clients, parce qu'on va servir des boîtes aussi différentes que Mistral est le plus gros distributeur automobile de France. Mistral, la boîte DIA, mais également Michel et Augustin, et, donc ils font des délicieux produits. Et, dans le train. et Acorus, qui va faire de la maintenance de bâtiments, avec des agences partout en France. Donc tu dois comprendre dans quel cadre on les aide, mais si tu es Customer Success, tu dois aussi avoir un expert du Customer Success qui t'aide à devenir un excellent Customer Success. Et tout ça, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Souvent, on termine nos offres de job en disant, si tu ne sais pas faire, on t'apprendra. Alors j'aime beaucoup. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à un modèle que j'aurais jamais rapproché de Lucas, mais qui en fait en est proche dans la façon dont tu le racontes, c'est celui d'Alan. Tu vois, Alan qui eux ont pas de manager, ont des managers en réalité, mais dont la fonction managériale a été découpée avec des buddies. Tu as ton buddy culture, tu as ton buddy développement de talent, tu as quelqu'un qui est sur l'expertise, et en gros, ta fonction managériale est découpée en plusieurs fonctions. Et en fait, toi, tu as ton manager, mais le rôle d'expertise est délégué à d'autres personnes. C'est intéressant. Ok. Je voulais qu'on parle aussi d'un autre sujet qui est venu dans les conversations sur le documentaire. Alors déjà, je reboucle sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai posé cette question, on a deux experts différents qu'on a interrogés. Une personne qui m'a dit
évidemment qu'on peut manager sans maîtriser la compétence, parce que manager, c'est un métier. Ça s'apprend de manager, mais il n'y a pas besoin de maîtriser le job de quelqu'un. C'est deux fonctions très différentes, et je te rejoins complètement, tu t'entendras très bien avec elle. Et un autre qui m'a dit, c'est impensable d'oser imaginer une seule seconde qu'on puisse manager sans maîtriser le métier de la personne. Et et encore une fois, moi, parce que je viens d'un contexte, on va dire plutôt métier qualifié, col blanc en France. Bien sûr. Et donc, en fait, effectivement, moi, je viens avec ce contexte-là. En revanche, je l'ai fait Gare du Nord. Mais il y a le boss de la sécurité Gare du Nord. Il fallait qu'il soit expert et dessus la sécurité. Voilà, je pense que dans l'aéronautique, etc. Donc en fait, il y a effectivement, on va dire qu'il y a des jobs généralistes où on peut se le permettre. Et je reprends mon exemple de manufacture Louis Vuitton. Oui. Un mec qui n'a jamais, ou une femme qui a jamais touché une malle, voilà, il va évidemment, ça va être plus compliqué pour lui. Ouais. Mais en fait, là où je te rejoins, c'est que tu peux ne pas avoir besoin de maîtriser le métier de la personne. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'en connaître les enjeux, c'est d'être sur le terrain. Ça n'empêche pas d'être sur le terrain avec les personnes, de comprendre les enjeux et les contraintes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Sans être développeur, par contre, tu sais comment fonctionne un logiciel. Tu sais t'intéresser, tu sais quelles sont les deadlines, grosso modo, de livraison d'une mise à jour, tu vois, d'un update, ce que tu veux. Tu as une culture quand même qui est liée. Tu vois, et ça, c'est essentiel, il ne faut pas l'oublier quand on est manager. C'est la base de la base, c'est ce que dit le Lean. Nous, on aime beaucoup les livres chez Lucas, enfin les business books, et notamment Learning to Scale de Régis Medina, qui reprend la méthode Toyota, mais qui l'applique à plein d'autres secteurs. Et effectivement, moi, quand j'arrive chez Lucas, donc là, j'ai fait 3 équipes chez Lucas, à chaque fois, je vais m'asseoir à côté des gens qui font le job de contributeur individuel, et je dois comprendre leurs problèmes, et je dois comprendre effectivement les enjeux. Et enjeux, souvent, c'est galvaudé. Les enjeux, c'est qu'est-ce qui est en jeu, quoi. Ouais. En fait, c'est quoi la raison d'être de ton métier. Et ensuite, chez Eurostar, moi, je suis arrivé 27 ans, catapulté de Londres, avec ma gueule de mec qui arrive d'une école de commerce. Ils m'ont tous regardé avec, à juste titre, des petits comme toi, on en bouffe tous les matins au petit-déj. Ouais. Et donc, je me suis mis. Donc, d'habitude, c'était la direction dans son bureau et ceux qui étaient en uniforme dans la gare. En fait, moi, j'ai mis un uniforme. Je suis venu à la prise de service à 5h55 et j'ai vécu leur quotidien. Ouais. Et donc, j'ai compris que le micro-ondes, dans la guérite des agents de sécurité qui étaient sur les quais, donc dans le froid, était pété depuis 6 mois et que, de toute façon, la direction n'a rien à foutre. Non, en fait, si tu vas effectivement sur les quais, tu te rends compte que c'est nul et que tu le changes immédiatement, en fait. Et ça, c'est un mini-exemple, mais il y a un autre truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est de toute façon, les portes automatiques qui s'ouvrent quand on passe son billet, elles ne marchent jamais. Moi, j'arrivais de Londres, du département stratégie. Ces portes, c'est ce qui permet de comptabiliser le nombre de personnes par train et donc de définir le prix de péage qu'on paye à Eurotunnel. C'est la plus grosse dépense d'Eurostar après la masse salariale. Ouais. Donc je dis, si elle marche jamais, on a un léger pépin. Ouais. Et donc je dis, en fait, on va regarder ensemble et en fait, on va se faire un petit tableau à côté de chaque porte. On se fait un petit planning où on est d'accord que dans notre tournée, et moi, je vais faire la tournée une fois la matinée, une fois l'après-midi, comme tout le monde. Et on met un petit coup de vert quand ça marche, un petit coup de rouge quand ça marche pas. Ce qui fait qu'on sait quand ça marche pas et on peut la redémarrer. Et on se rend compte comme ça qu'il y a 12% du temps où ça ne marche pas. Donc moi, j'ai dit, ça veut dire que 88% du temps, ça fonctionne. Donc déjà, on casse un mythe. Et ensuite, c'est comment on passe à 98. Ah oui. Et en fait, ça s'est fait. On l'a tous fait. Et tout le monde s'est dit, on peut le faire ensemble. Je me sens autorisé à le faire. Et enfin, tu as vu Edouard de Clinitex, c'est exactement. Il dit la même chose que Jack Welch dans une certaine mesure. Jack Welch, patron historique de General Electric, qui va au pot de départ du plus vieil employé de General Electric et qui lui dit, Monsieur Welch, c'est dommage, pendant 40 ans, General Electric a payé pour mes bras, c'est dommage, pour le même prix, vous auriez pu avoir mon cerveau. Moi, je peux pas bosser en imaginant qu'un jour quelqu'un me dise ça, quoi. Oui, ça sera assez terrible. Un autre sujet qui est arrivé dans les conversations du documentaire, que j'ai bien aimé, c'était ce côté, moi, en tant que manager, je me dédouane de la responsabilité que je peux avoir en cas de problème. Et le sujet, c'est, OK, je vois que mon manager est en train de se planter, ou que l'équipe est en train de se planter, mais c'est pas mon job. Et peut-être même avec sournoiserie, je vais ne pas le dire en espérant que le bateau se plante et continue à la dérive, parce qu'en fait, c'est pas ma responsabilité, je suis pas payé pour. Ouais. Et
évidemment que le manager peut faire des erreurs, se planter, emmener l'équipe dans une mauvaise direction. Ça arrive, même s'il est formé, même s'il est bon, et parfois de bonne foi, il ne va pas y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des collabs, des personnes qui sont managées, à lever la main et à dire quand ça ne va pas, et si jamais c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour en arriver à cette situation où les personnes se sentent à l'aise pour prendre la parole? Il y a 2 façons de regarder cette question. La première, c'est de se dire les Gen Z veulent plus travailler, tu vois, le monde du travail est pété, c'est fini. Jeune con, vieux fou. Voilà. Et donc ça, Socrate le disait, enfin Socrate l'écrivait, Brassens le chantait, Orelsan aussi, bref. Et donc on pourrait simplifier en disant ouais c'est ça. Je pense qu'il y a 2 trucs à l'œuvre. Le premier, c'est le monde du travail dans un contexte de mondialisation, de suroptimisation de la marge, est devenu un peu débile. Et donc, ça a amené des dérives, y compris dans comment on exerce le job de management, c'est-à-dire en petit chef. Le command and control. Et donc, évidemment, je ne pense pas qu'il existe sur cette terre d'humains qui aiment être commandés et contrôlés. À part dans des petites salles tapissées de velours. Peut-être. Passons ça sous silence. Mais au moment du travail, je pense pas. En tout cas, je pense pas que ce soit comme ça qu'on tire le meilleur des personnes. Je pense que le monde du travail est allé un peu loin là-dessus et que ce à quoi aspire la Gen Z, mais à mon avis toutes les autres générations d'avant, c'est valoriser mon intelligence, mes compétences et avoir le cadre pour que je les exprime. Ouais. Et un cadre, c'est pas interdit, quoi. Un cadre, ça donne juste le contexte et un objectif vers quoi tendre. Il y a des gens qui sont ça amène vraiment la réflexion sur c'est quoi le travail dans la vie de quelqu'un, quoi. Souvent, on dit, donc pour reprendre le truc de la Gen Z, moi je pense on dit souvent, ils ont inversé le chiasme de Molière et ils l'ont adapté en disant il faut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. Je pense que si cette génération pense ça, dont je fais un peu partie, c'est parce qu'ils ont vu leurs parents vivre pour travailler. Je pense que c'est très bien que ça change. Ouais. Je suis certain qu'on peut travailler pour vivre en aidant son manager à réussir parce que ça aide l'équipe et donc moi à réussir. Et donc je vais enfin répondre à ta question. Qui est oui, ce serait cynique de vouloir laisser quelqu'un se planter. Mais c'est toujours un couple, quoi. Et donc, moi, souvent, les managers me disent « Ouais, mais en fait, machin, il ne changera pas. » Et donc, je leur dis tout le temps « En fait, si tu ne lui en parles pas, c'est sûr qu'il ne changera jamais. » Et donc, tu as le droit de manager ton manager. Nous, chez Lucas, on dit « Aide ton manager. Ouais. » Et notamment, tu peux dire « Moi, j'aime bien être managé comme ça. » Et le manager, on revient aux 5 axes. Un de ses rôles, c'est les fondamentaux. Si quelqu'un, nous on est chez Lucas, donc on crée des applications de gestion. Donc si dans une équipe dont je m'occupe, qui est la partie recrutement, au sens créer un ATS, quelqu'un me dit ce trimestre, moi j'ai hyper envie d'apprendre à faire des pizzas 4 fromages. En fait, c'est pas ce qu'on fait chez Lucas. Top si tu veux te former, utiliser ton CPF à côté, il y a super projet. En revanche, là, avec ce que tu sais faire, c'est-à-dire être un excellent développeur front, comment tu peux contribuer à créer le meilleur logiciel de recrutement du marché? Voilà, pour moi, c'est ça le cadre, quoi. Tu réorientes, ouais. Ok. Hyper clair. Est-ce qu'il y a un dernier tips, un dernier conseil que tu as envie de donner aux jeunes managers qui nous écoutent? Fuyez. Non, c'est vraiment une blague. Vous pouvez être cette personne qui fait que bosser avec vous, c'est cool. Y a un TED génial d'un restaurateur new-yorkais qui dit « Moi, ce que je cherche à faire, c'est que les gens me disent « On dirait que c'est pas du travail. » Et je pense qu'on arrive à ce... Il s'appelle Gabriel Stultman et ça s'appelle genre « A Recipe for a Good Manager » ou un truc comme ça. Et en fait, je pense que bien manager, c'est arriver à faire ça. C'est arriver à dire, en fait, on exploite mes talents et donc je sers un objectif qui est plus grand que moi.
Il n'y a rien de plus gratifiant. C'est Ouais, génial. voilà. Et je pense qu'on est en partie, en tant qu'être humain, mu par ça. Ouais, et c'est effectivement un des gros leviers de motivation à actionner. Un immense merci Alex pour cette conversation, c'est toujours très cool. Et merci à vous si vous nous écoutez encore. Si ça vous a plu, allez sur LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour découvrir Alexandre Imbaud, IMBEAUX, attention, on se trompe pas là-dessus. Vous aurez encore plus de contenu de sa part. Il n'y a pas encore de newsletter, il y a quelques vidéos par contre. Et puis vous pourrez retrouver Alexandre dans un autre contexte qui se met à faire des blagues, qu'on invite aussi sur le Comedy Club et qui sera de retour en février. On peut l'annoncer. Hein. Non, annonçons-le, ça Allez, va être énorme. Qui va de retour en février sur le Whip Comedy Club. Donc si vous voulez le voir dans un contexte un peu moins professionnel, mais pour parler d'autres sujets où il incarne un manager toxique, vous allez kiffer. À la prochaine. Salut tout le monde. Merci Sam.